parlementaire ordinaire. La rentrée a été effective, vous l'avez dit, hier lundi 16 septembre 2013, en application stricte, souligne l'avenir de la Constitution de la République. À la Chambre basse, la séance a été présidée, bien sûr, par son président, Aubin Minakou, qui écrit Le Quotidien, a tenu à préciser que la poursuite des concertations nationales ne signifiait en rien, je cite, que les délibérations en plénière ou en commission et le contrôle parlementaire seront mis en veilleuse. Au Sénat, Léon Kungo, relate l'Observateur, a rappelé d'entrée de jeu que la présente session est essentiellement budgétaire. Il a du reste invité l'exécutif à déposer dans le délai constitutionnel son projet de loi de finances 2014 à l'Assemblée nationale, et ce pour éviter des précipitations inconsidérées, dit le journal. Outre donc l'examen approfondi du projet de loi financière, la référence plus ancienne que le projet de loi d'amnistie initié par le gouvernement et la promesse de grâce présidentielle devant décrisper les esprits seront traités en mode d'urgence, a fait savoir donc le président du Sénat, qui a aussi émis le vœu de voir tous les Congolais focaliser leurs efforts autour d'un même idéal, la construction d'une démocratie véritable par une vie politique inclusive et reposant sur donc les différences. Voilà, espérons que ça va bien marcher. Ouais. Autre actualité à l'international cette fois, c'est la publication du très attendu rapport de l'ONU sur les armes chimiques en Syrie. Ah oui, vous l'avez dit, ce rapport était très attendu. Toute la communauté internationale, les belliqueux comme les pacifistes, étaient suspendus à son verdict. Alors qu'a-t-il révélé le fameux rapport? Eh bien, l'arme chimique a bien été utilisée en Syrie. Les enquêteurs de l'ONU, écrit le quotidien français Le Monde, ont confirmé l'usage indiscutable de gaz sarin le 21 août dernier à Ghouta, un faubourg près de Damas, capitale syrienne. On peut lire alors sur l'Humanité, autre quotidien français, c'est quelques précisions extraites du dit document. L'attaque du 21 août, racontent les enquêteurs, a été perpétrée à l'aide de roquettes sol-sol contenant du gaz sarin. Les échantillons des lieux chimiques et médicaux que nous avons recueillis fournissent en particulier la preuve claire et convaincante que des missiles sol-sol contenant l'agent innervant sarin ont été utilisés. Fin de citation. Mais qui a donc utilisé ces armes non conventionnelles? Voilà la question qui fâche. Le rapport ne dit pas, ou en tout cas pas explicitement, que c'est Bachar al-Assad qui a gazé ses compatriotes. Le mandat des enquêteurs ne prévoyait pas déjà, souligne l'UMA, que les enquêteurs puissent se prononcer sur ce point, même si Ban Ki-moon a laissé dans la semaine supposer un brin que c'est Bachar al-Assad qui était donc à l'origine de ces attaques. Cela devrait appuyer, croit donc Le Monde, une résolution placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prévoit le recours à la force. Alors Freddy, il faut dire que ces débats ont été houleux. Le débat d'après la présentation du rapport hier lundi aux ambassadeurs de 15 pays membres du Conseil de sécurité relève le Figaro, qui parle d'un passe d'armes entre les Russes et occidentaux. Après la présentation du document de 38 pages, raconte donc le quotidien, l'ambassadeur de Russie, Vitali Tchourkine, a pris la parole pour s'insurger contre une présentation en guillemets politique d'un rapport annoncé plutôt technique et scientifique qui pointait selon lui un peu trop expressement du doigt le régime Bachar al-Assad, regrettant qu'il n'y ait pas de techniciens dans la salle parmi les 15 ambassadeurs. Continue le Figaro, le représentant de Moscou s'est alors vu répondre par le président en exercice du Conseil de sécurité, l'ambassadeur australien Gary Killan, que l'on pouvait facilement remédier à ce problème, c'est-à-dire qu'on pouvait donc donner des précisions techniques à ce que par rapport à ce que demandait donc l'ambassadeur de Russie. C'est alors que le scientifique suédois est entré, chef des inspecteurs en Russie, en Syrie plutôt, est entré dans la salle et il a donné la version neutre et objective qu'attendait le diplomate russe. L'affaire, commente le Figaro, qui ressemblait fort à un traquenard bien huilé, a eu pour effet de couper la chic de l'ambassadeur russe, soudain privé de son principal argument rhétorique, comme quoi on n'est pas encore après le rapport, comme avant le rapport. C'est pareil, du pareil au même. Vraiment drôle, ça sent du déjà vu. Ah oui. Ça rappelle un peu la manœuvre par rapport aux attaques en Irak. En Irak, en 2003. Et c'est la fin de votre revue. Merci Eric Lecoqui. Merci à vous. Fin de la revue, merci de l'avoir suivi. La suite de l'info, c'est sur télé50.com et sur la bande défilante. La suite de la matinale, dans quelques instants.
Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre notre matinale avec, comme vous l'annoncez, notre thématique sur quoi Kinshasa doit-il s'apaisantir quant aux concertations nationales qui ont lieu ici, donc dans la capitale, au Palais du Peuple, et les négociations de Kampala avec le M23. Nous recevons deux invités. Je vous avais parlé de Papi Itamba. Il ne sera pas seul. Albert Diheka, expert en nouvelles citoyenneté, sera là également avec nous. Je m'en vais donc tout de suite saluer mes deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout de suite, je vous pose la question. Je commence avec vous, Papi Tamba. Quelle passerelle existe-t-elle entre les concertations nationales et les pourparlers, comme Kinshasa aime le dire, les négociations avec le M23 Kampala? La finalité reste la même. Nous sommes à la recherche de la paix, et une paix dans la durée dans notre pays, par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. C'est ici le lieu de rappeler que les chefs de l'État avaient fixé l'opinion sur ces stratégies qui reposaient au moins sur trois axes principaux pour finir, je dis bien de façon définitive, avec cette guerre. Donc tout ce qui peut concourir dans ce sens-là ne peut qu'être là pour que nous puissions atteindre cet objectif que les Congolais aussi attendent de tous leurs vœux. Donc, quand nous parlons de Kampala, nous savons la finalité, c'est la paix. Et quand nous parlons de la cohésion nationale à Kinshasa, nous savons que c'est pour renforcer les vouloirs vivre collectifs afin de couper le cordon ombilical observé entre certains Congolais et des forces étrangères qui peuvent, ou à quelquefois, utilisent des Congolais pour essayer de tuer d'autres Congolais. Donc, voilà un peu la démarche. Le M23 a fait une annonce, on va dire, assez surprenante hier. Ce mouvement qui change d'objectif au gré donc de ses humeurs a annoncé hier désarmer, abandonner son côté belliqueux si et seulement si Kinshasa acceptait le retour des réfugiés Tutsis congolais qui se trouveraient en Ouganda, au Burundi et au Rwanda, et si on traquait finalement le FDLR. Est-ce ces préalables tenables? Est-ce ces préalables acceptables du point de vue de Kinshasa, selon vous? Il y a une chose que nous ne devons pas le dire avec gaieté de cœur. C'est avec beaucoup d'amertume, aussi avec colère. De qui se moque-t-on? Les M23. Nous avons aujourd'hui un mouvement rebelle qui tue des Congolais, qui a pris des armes, qui, au premier jour, ce mouvement nous a dit quelles étaient leurs revendications. Des revendications basées essentiellement sur le non-respect de l'accord de 2009. Pour dire que le gouvernement congolais n'aurait pas respecté l'accord avec les CNDP. Créant le M23 même. Voilà. J'ai dit créant le M23. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire ils ont voulu justifier la mort de notre peuple, les viols qu'ils font subir à notre population par rapport à cette revendication. Aujourd'hui, nous avons un mouvement, comme vous l'avez dit à juste titre, qui change de revendications au gré des vagues et qui, à la fin, commence vraiment à se moquer encore des Congolais jusqu'à exporter sur notre territoire l'état du génocide rwandais ou du conflit qui existe entre les Tutsis et les Hutus. Qui a dit au M23 que nous avons dans ces pays des problèmes avec les Tutsis ou nous avons des problèmes avec les Hutus, ou que nous avons des problèmes avec les FDLR? Nous disons au Rwanda, parce que maintenant il faut comprendre cela de cette manière, que s'ils ont des problèmes de cohabitation Tutsi-Hutu, qu'ils les règlent chez eux. Nous ne devons pas, vous savez, dans quel traumatisme il faut vivre notre population de l'Est. Ces gens ont importé des charniers sur notre territoire. Il y a des gens comme vous et moi, Congolais, qui vivent dans notre pays sur des ossements humains, qui vivent sur des millions de cadavres, où des gens ont été tués injustement, par des gens qui veulent jouer à l'aventure. Moi, je pense, comme l'a dit le chef de l'État, ils ont 14 jours, sinon les FARDC feront leur travail. 14 jours. Il ne faudrait pas... Ça n'est pas, il faut le dire, ça n'est pas un ultimatum de Kinshasa, c'est 14 jours. C'est plutôt une sommation donnée par la communauté internationale. Si je dis qu'ils sont 14 jours, voilà. Attendez, Kinshasa est dans une démarche. Je vous ai dit que les chefs de l'État avaient fixé 3 axes, notamment aussi l'axe diplomatique. Kinshasa ou la RDC n'est pas isolée du monde. Nous faisons partie du monde et nous avons souscrit à certaines conventions ou accords internationaux.
Donc je pense que si nous sommes des légalistes, nous sommes souciés, bien entendu, des textes auxquels nous avons souscrit nous-mêmes, à un certain moment, nous devons aussi respecter certains ordres, c'est-à-dire, je parle ordre, non pas dans le sens des ordres, comme on vous intimait de l'ordre, je parle de l'ordre dans le sens de l'organisation internationale, il y a lieu d'accepter aussi certaines choses. Mais je pense que le chef de l'État s'est démarqué à cela. Il a tenu un discours devant les Congolais, le jour du lancement des concertations nationales, où ses propos étaient sans ambiguïté, pour se dire que la RDC a la solution à cette crise dans sa mallette. Mais la RDC fait aussi partie du monde. Donc voilà pourquoi nous leur disons qu'ils ont 14 jours. Nous ne devons pas accepter que des gens se moquent éperdument et surtout commencer encore à nous faire des leçons de morale pour maintenant commencer à nous envoyer dans une direction comme si Imo Jaweto ne voulait rien dire. Ici, sur notre territoire, il faut se rappeler qu'en 2009, le chef de l'État a même fait appel à l'armée et les services de renseignement ou même les unités spéciales rwandaises pour venir traquer les FDLR avec les RDC, avec les FARDC plutôt. Il ne faudrait pas que nous puissions prendre cela comme c'était une petite aventure. Un tel acte est posé par les chefs de l'État pour qu'aujourd'hui, les groupuscules créés par le Rwanda pour encore tuer des Congolais, qui se perdent maintenant carrément en conjecture, jusqu'à maintenant à dire une chose et son contraire, ramasser des revendications au gré des vagues, venir à la fin nous importer sur notre territoire l'état du génocide du Rwanda. Nous disons non. Nous disons non et nous voulons tous ces gens que ces gens la sachent, qu'ils sont dans leur gesticulation, ils sont dans leur jérémiade. Mais les Congolais savent ce qu'ils ont à faire. D'accord. Alors, M. Albert Diheka, 14 jours à Kampala, 14 jours à Kinshasa, une coïncidence, on va dire, assez troublante. Où se joue réellement le sort du Congo, selon vous? Le sort du Congo se joue au Congo. Il ne faudrait pas m'amener à dire que le sort du Congo se joue à l'extérieur du Congo. Le sort du Congo se joue au Congo. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas à mettre un signe d'égalité entre ce qui se passe à Kinshasa et ce qui se passe à Kampala. À Kampala, l'usure a Kinshasa ne négocie pas d'égal à égal avec le M23. À Kinshasa, où se passent de bonnes choses parce que les Congolais se parlent entre eux, pour que les Congolais cessent d'être de potiches, pour que les Congolais cessent d'être ceux dont on se sert sans aucun titre réel. Donc les Congolais doivent s'assumer. Par rapport à Kampala, il faut dire les choses comme elles sont. À Kampala, on attend que la reddition de mouvement M23. On échange quelque chose. Forcément, c'est une négociation. On ne peut pas perdre et ne pas gagner dans une négociation. Oui, c'est la logique même. Oui, mon frère venait de le dire. Nous ne perdons rien en disant qu'est-ce que Kinshasa devrait donner au M23 en échange de sa reddition? Kinshasa a beaucoup donné. Oui. Kinshasa a beaucoup donné, qu'il n'a même pas beaucoup à donner encore. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut donner à des gens qui n'ont même pas un agenda? Ils n'en ont pas. Ils ne ramassent même pas. Essayez d'observer le comportement de M23, du début jusqu'à la fin, dans la stratégie d'amélioration d'agenda. Donc il n'y a rien qu'ils sont en train de revendiquer. Tout simplement, ce qu'ils doivent savoir, il y en a parmi les M23 dont le Congo est conscient qu'il faudrait les récupérer, mais il y en a dont le Congo ne peut pas récupérer, donc il n'y a qu'à faire la place à la justice. Donc on attend de Kampala que la réduction de mouvements armés qui tuent, parce que s'ils peuvent se prévaloir de 8000 sous prétexte de génocide au Rwanda, mais aujourd'hui nous disons la République démocratique du Congo a perdu 8 millions. Voyez-vous la comparaison à faire entre 8 000 mais vous n'êtes pas et entendu, 8 millions. malgré tout, vous n'êtes vraiment pas du tout, juste assez entendu par la communauté internationale. Sinon, on ne nous aurait pas demandé, après les victoires de FARDC sur terrain, de retourner à Kampala. Ce travail a été fait, il faut saluer ici la capacité diplomatique du président de la République et de son gouvernement. Parce qu'au départ, quand il était question de dire que le Congo était agressé, les gens avaient du mal à croire. C'est finalement là même la question. Arrivé au point que le Congo soit catalogué comme... S'il vous plaît, M. Albert Diheka, c'est là finalement la question. Est-ce le Congo, vous allez y répondre également, M. Papitamba, est-ce le Congo agressé ou s'agit-il juste d'une rébellion congolaise, le M23? Puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas fixé de manière claire et définitive sur ça. Je vous connais assez intellectuel. Avez-vous déjà vu un mouvement rebelle congolais avec un agenda extraverti?
Mais ce combat venait de vous démontrer comment les revendications de M23 sont des revendications qui sont tournées vers la satisfaction extérieure, vers la satisfaction de leurs mentors, des principautés de guerre qui nous toute rébellion a forcément des bases arrières. Il faut avoir une porte d'entrée. La satisfaction des besoins extérieurs. En quoi elle est une rébellion qui chercherait un pouvoir ou une certaine stabilité? Écoutez un peu. Prenez les tissus sociologiques congolais. Voyez-vous quelque chose de sérieux quand le M23 chercherait à avoir une police fédérale à Rutshuru? Non, on est appelé sous le drapeau pour travailler partout en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai du mal à savoir ce que le M23 cherche. Sinon, c'est ce que le Congo leur offre en disant il y en a parmi eux qu'on peut récupérer pour qu'ils puissent se servir sur les drapeaux. Pour ceux qui voudraient rester dans les rangs, il y en a qui peuvent se reconvertir en politique pour conquérir le pouvoir, mais pas par le moyen de la violence. Et ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont fait de rapts de femmes et l'enrôlement forcé des enfants, ceux-là, même la communauté internationale, n'a pas vocation de forcer la République démocratique du Congo à les réintégrer ou à les intégrer. Non, ce qui se passe ici en République démocratique du Congo n'est pas une quelconque sorte de partage, mais beaucoup plutôt le renforcement de la cohésion pour que nous comprenions qu'il n'y a que le Congo qui nous unit. Il n'y a que le Congo. Si le Congo n'est pas là même à 1 mètre carré, sachez bien que nous sommes entamés dans notre dignité de Congolais. D'accord, très bien. Alors, monsieur Papitamba, y a-t-il encore de la place pour les mutins, comme on les a appelés dans un premier temps, puis rebelles, puis, bon voilà, de M23 au sein des FARDC? Y a-t-il encore de la place pour eux? Écoutez, nous sommes devant une situation où vous êtes chez vous à la maison. Un bandit vient, il viole votre fille, il commet des actes ignobles et se répand un jour pour dire que voilà, si je fais cela, c'est parce que vous avez commis des actes pareils par où votre ancêtre, c'est-à-dire trouver un motif. Vous êtes quelqu'un de bien, vous croyez à sa repentance, et vous dites que voilà, nous allons repartir sur de nouvelles bases. 2 ans après, la même personne qui produit encore des enfants revient vers vous, commettre des actes si pas plus graves, et pour vous dire encore qu'écoutez, je pense que je peux encore me repentir pour que vous puissiez m'accepter. Je pense que dans la vie, être trompé une fois, oui. 2 fois, ça devient la naïveté. Voilà pourquoi vous comprenez la position, je pense qu'il n'est pas seulement celle du chef de l'État, mais de tout Congolais aujourd'hui vis-à-vis de ces bandits de M23. La position du gouvernement, le ministre Mende l'a répété plusieurs fois, c'est la voix autorisée de ce pays du gouvernement, qu'il a dit que le M23 est appelé à se dissoudre. Voilà la position que nous pouvons défendre et qui peut satisfaire à tout Congolais. Nous n'attendons rien de M23 d'autre que se dissoudre. Nous ne sommes pas dans une logique. Nous ne sommes pas dans une logique de parler de l'intégration du M23 dans n'importe quelle structure des institutions de l'État. Nous demandons au M23 de se dissoudre sans condition. Et après la dissolution, il peut y avoir maintenant d'autres matières à relever. C'est ça la position ou rien. Il n'y a plus à nous asseoir avec ces criminels, ces bandits, qui aujourd'hui montrent quel sort on devrait réserver donc à ces combattants? On dit qu'ils sont un peu plus de 3000 hommes. Quel sort devrait-on leur réserver? Vous savez, c'est BBC. Un des anciens membres des M23, évadé, déclare que 90% des éléments constituant les M23 sont des Rwandais. Deuxièmement, il y a des rapports, pas seulement des services de renseignement congolais, mais des rapports des experts du Conseil de sécurité qui reconnaissent qu'il y a des Rwandais nés au Rwanda, grandis au Rwanda, formés au Rwanda, parlant Kinyarwanda, ayant obtenu des moyens militaires au Rwanda, mais qui ont traversé la frontière pour être aux côtés du M23 et agresser les Congolais. Qu'allons-nous faire de ces gens lorsque les propres des gens qui étaient dans leur rang disent que 90% de leurs effectifs venaient du Rwanda? Donc vous comprenez bien que c'est un travail délicat à faire au niveau du ministère de l'Intérieur. Après la dissolution. Parce que nous n'allons pas continuer à accepter les brebis galeuses sur notre territoire ou parmi notre communauté, quand eux-mêmes et la communauté internationale aussi fait ce genre de déclarations, les reconnaît. Je vous dis que la RDC de 2013 n'est pas la RDC de 2008. Les choses ont évolué. On peut croire à la bonne foi des gens.
une fois cette bonne foi trahie, je pense qu'à un certain moment, et c'est cette position que le chef de l'État nous a fait comprendre dans son discours, c'est la fermeté. Il y a même, quand il parle du sacrifice humain, on peut aller jusqu'au sacrifice humain, c'est une façon de dire que s'ils peuvent ou ils ont la capacité d'avoir des lobbies ou d'avoir des puissances derrière pour tuer tous les Congolais, alors ce qu'ils feraient, ils tueront tous les Congolais et occuper notre territoire. Maintenant, s'ils savent qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, ce sont les Congolais qui les bouteront dehors sans condition et nous examinerons les cas de ces criminels. Ils ne seront jamais traités comme des gentilles personnes. Ce qu'ils ont fait sur notre territoire, regardez une semaine seulement qu'ils avaient occupé Goma. Nous avons encore les traces aujourd'hui. Vous savez, ces gens-là, en une semaine, ils ont été capables de piller des morgues. Des morgues. J'ai dit, mais ils étaient capables de piller des morgues. Nous connaissons ce que l'Africain pense de la mort en termes de profanation. Mais regardez un peu ce que ces bandits sont capables de faire. Et aujourd'hui, ça me rappelle encore Mme Colette Brockman qui disait que pour les M23, donner des leçons de morale au gouvernement congolais équivaudrait à Marc Editrou qui donnerait des leçons de morale à l'UNESCO. Avons-nous des leçons de morale de recevoir de la part de ces personnes? Écoutez, il y a une seule chose. C'est que les M23, comme l'a répété plusieurs fois le ministre des Médias, qui sont appelés à se dissoudre. D'accord. Voilà. Alors, se dissoudre sans rien recevoir en retour, que va-t-il se passer exactement maintenant, M. Albert Dieka? N'est-ce pas qu'on se dirige vers, finalement, un dialogue de sourds? Le M23 qui veut se dissoudre, oui, mais avec deux conditions, et le gouvernement qui demande au M23 de se dissoudre sans condition. Que va-t-il se passer? Ne se dirige-t-on pas vers donc un échec? Je ne comprends pas d'où vient cette comparaison pour un groupe de gens que vous estimez à 3000 et que vous mettez au même pied